Bienvenue à tous, heureux de vous retrouver sur ce hors-série consacré à Halloween. À Hollywood, l'horreur a un nouveau visage. Et oui, et vous vous attendez à voir un monstre? Eh bien, c'est pas du tout ça, c'est celui d'un producteur. Comment cet homme parti de presque rien, Jason Blum, a transformé un budget de 15 000 $ en un empire qui aujourd'hui vaut des milliards. Comment ce studio, que personne ne connaissait, est-il de passer de mal-aimé d'Hollywood au roi incontesté de l'horreur moderne? L'histoire de Blumhouse, c'est ce que je vais vous raconter aujourd'hui avec mes deux fidèles copines Annabelle et Lanone. Bien sûr, ce n'est pas l'histoire d'un film simplement qui fait peur, c'est l'histoire d'une rébellion, d'une révolution qui a fait exploser les codes d'une industrie sclérosée et qui a prouvé que pour terrifier le monde entier, eh bien c'est l'imagination qui est puissante, plus que les milliards. Tout commence avec un film qui n'aurait jamais dû exister, mais qui va redéfinir les règles du jeu pour toujours. Alors, vous l'avez compris, pour fêter cette Halloween, nous n'allons pas parler d'un film en particulier, mais plutôt d'un studio, Blumhouse. Et on clôturera cette session Halloween avec cette rétrospective consacrée à ce studio. Tous les poncifs que l'on connaît sur les films d'horreur vont être mis en avant, du slasher à la maison hantée, à l'épouvante via les exorcismes, tout y passe chez Blumhouse. C'est le studio du mal. Bienvenue aux amoureux de la toile pour ce hors-série. Pour vraiment saisir le triomphe de Blumhouse, il faut comprendre d'abord le monde contre lequel Jason Blum, le fondateur, s'est battu au début des années 2000. L'industrie du cinéma tournait sur une logique simple et implacable. Plus un film coûte cher et plus il est censé rapporter d'argent. C'était le règne des blockbusters, avec leur budget de centaines de millions, leurs effets spéciaux à gogo et leur campagne marketing pharaonique. Dans ce système, le moindre risque est énorme, les marges sont tout à fait calculées et la créativité est souvent la première à en payer le prix. Jason Blum connaissait ce système par cœur. Il y avait fait ses armes. Né dans le milieu de l'art, il a vite gravi les échelons pour avoir produit le premier film de son colloque. Il rejoint la prestigieuse société Miramax, dirigée par les deux frères Harvey et Bob Weinstein de 1995 à 2000. Il travaille dans le département des acquisitions. Son job, c'est de dénicher des pépites des films indépendants qui pourraient devenir de gros succès. Par exemple, c'est lui qui participe à l'acquisition du film Les Autres, le chef-d'œuvre de Alejandro Amenábar. Il apprend les rouages, les stratégies, mais aussi les frustrations de la machine hollywoodienne. En 1998, il passe à côté d'un petit film fauché qui allait marquer l'histoire, le projet Blair Witch. Il n'y croit pas, mais son succès financier colossal lui met la puce à l'oreille. Il existe une autre voie, une autre façon de faire. Frustré par le manque de liberté et le poids de la hiérarchie, il va quitter Miramax en 2000 pour fonder sa propre boîte, Blumhouse Productions. L'ambition est là, mais le succès, lui, il se fait attendre. Les premières années sont une traversée du désert. Jason Blum produit des films qui ne trouvent pas leur public, des comédies, des drames. Donc il essaie de jouer selon les règles, mais les portes se ferment. Il n'est en fait qu'un producteur parmi tant d'autres, luttant pour exister. Le voilà dans une impasse, d'un côté le système des grands studios rigide et frileux, et de l'autre le cinéma indépendant, créatif mais sans argent ni visibilité. Jason est coincé au milieu, convaincu qu'un pont peut exister entre les deux mondes, sans savoir comment le construire. C'est alors qu'il reçoit un simple DVD, envoyé par un réalisateur inconnu, un DVD qui contient un petit film tourné avec les moyens du bord, et qui va non seulement le sauver, mais changer la face du cinéma d'horreur.
L'histoire qui va suivre est devenue une légende à Hollywood. En 2006, Jason Blum rencontre Oren Peli. Il n'est pas cinéaste, c'est un concepteur de jeux vidéo qui un jour a entendu des bruits bizarres chez lui. Son idée, poser des caméras pour voir ce qui se passe la nuit. De là est né le concept du film. Un jeune couple, une maison, une présence invisible et des caméras de surveillance qui enregistrent tout. Avec un budget ridicule de 15 000 $, sorti de sa propre poche, Peli tourne Paranormal Activity en 7 jours, chez lui, avec des acteurs inconnus, et le résultat est un film brut, presque amateur, mais d'une efficacité terrifiante. Paranormal Activity. C'est du found footage, le genre popularisé par le projet Blair Witch, mais là, il est poussé à son maximum de réalisme. Pas de musique, pas d'effets spectaculaires, juste le silence angoissant de la nuit et la peur qui monte. Quand Jason Blum voit le film, c'est une révélation. Il sent immédiatement le potentiel de cette production. Il sait qu'il tient un truc spécial, mais convaincre Hollywood, ça c'est une autre paire de manches. Avec Peli, il fait donc la tournée des studios. Partout, c'est le même refus. Le film est trop fauché, trop différent. Personne ne veut d'un film sans star, tourné avec une caméra amateur. Il faut dire que le found footage, c'est un genre assez spécial. Très honnêtement, je suis loin d'être fan. Je n'aime pas ce genre de film. Pour moi, c'est pas du cinéma. Et pourtant, Blum s'acharne. Il ne lâche rien. Finalement, il réussit à intéresser DreamWorks, le studio d'un certain Steven Spielberg. La légende raconte que Spielberg aurait remporté le DVD chez lui et qu'au milieu de la nuit, la porte de sa chambre se serait claquée toute seule. Le terrifiant au point de croire que le disque était maudit. Alors, est-ce la réalité ou est-ce juste pour l'anecdote ? Toujours est-il que cela convainc DreamWorks de produire le film et Paramount acquiert donc les droits. Pourtant, l'histoire aurait pu s'arrêter là. Les studios ne voulaient pas sortir le film. Leur plan, en fait, était de faire un remake avec un plus gros budget. Heureusement, des projections tests sont organisées. Et là, la réaction du public est dingue. Les gens crient, ils sursautent, certains quittent même la salle, terrorisés. Et le bouche à oreille démarre. Alors, une stratégie marketing de génie est lancée, inspirée de Blair Witch, mais avec la puissance des réseaux sociaux qui commençaient à poindre le bout de leur nez. C'est la campagne « Demandez-le ». Des spectateurs votent pour que le film soit projeté dans leur ville. Le succès est immédiat. Le film à 15 000 $ en rapporte des millions en un week-end. Face à ce triomphe, Paramount le sort donc partout. Le résultat dépasse toutes les attentes, plus de 193 millions de dollars dans le monde. Il est aujourd'hui considéré comme l'un des films les plus rentables de l'histoire du cinéma. Pour Jason Blum, c'est la confirmation. Enfin, il a trouvé la brèche. Paranormal Activity n'est pas qu'un succès financier. C'est la preuve qu'on peut faire trembler le monde avec une bonne idée et beaucoup d'audace. Il tient donc son modèle. Un modèle qui va maintenant systématiser pour en faire une machine à succès redoutable. Une formule qui va devenir sa marque de fabrique. Règle numéro 1, le budget. C'est simple et non négociable. Chaque film est produit pour un coût très bas, en général sous les 5 millions de $. Ce chiffre est une sorte d'assurance vie, même si le film est un échec total. Il peut être rentabilisé juste avec les ventes en digital et les droits internationaux. Le pire scénario qu'il pourrait rencontrer n'est pas une perte catastrophique, mais un petit déficit, voire même un léger bénéfice. Ça élimine le risque qui paralyse les grands studios et ça ouvre la porte à la règle numéro 2.
La liberté créative totale. En échange du respect du petit budget, Bloom offre au réalisateur un contrôle artistique quasi absolu. Pas d'interférence, pas de notes de production pour rendre le film plus commercial. Le réalisateur est le seul maître à bord. C'est une offre que les cinéastes talentueux, mais frustrés par le système, ne peuvent pas refuser. C'est comme ça qu'il va attirer des gens comme James Wan, Scott Erickson ou Mike Flanagan, qui voient là une chance unique de réaliser leur vision sans compromis. Tout ira bien, Zoé. Rien ne pourra plus jamais aller bien. Enfin, la règle numéro 3, la paye. Les salaires de base sont souvent au minimum syndical. Mais c'est là que le modèle est génial. Tout le monde est intéressé aux bénéfices. Si le film cartonne, tout le monde touche sa part. Et quand un film à 3 millions en rapporte 150, cette part, devient plus grosse qu'un chèque initial. Ce système motive toute l'équipe et transforme chaque participant du coup en partenaire. Avec cette formule, Blumhouse se met à produire des films à la chaîne et les succès s'enchaînent. En 2010, il s'associe donc à James Wan, le jeune prodige de Saw, pour créer Insidious, coût 1,5 million de dollars, recette 100 millions de dollars. Le film relance le genre des maisons hantées et donne naissance à une franchise durable. 2 ans plus tard, en 2012, c'est Sinister avec Ethan Hawke, un vieil ami de Jason Blum. Tourné pour 3 millions de dollars, le film est un franc succès, c'est un carton et souvent il est cité comme l'un des plus terrifiants de sa décennie. Il prouve que le modèle peut aussi attirer des stars prêtes à baisser leur salaire pour un rôle en or. La machine est lancée. Blum a craqué le code. Le studio n'est plus un autre outsider chanceux, mais une puissance qui a compris comment transformer la peur en or. Mais Jason Blum ne veut pas juste être rentable, il veut marquer la culture populaire et pourquoi pas obtenir enfin la reconnaissance de cette industrie qui l'a snobé. Truth or dare. 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 Stop! L'objectif n'est pas seulement de faire des films d'horreur rentables, mais de créer des phénomènes culturels, des œuvres qui repoussent les limites du genre. Le premier grand coup arrive en 2013 avec American Nightmare. Le concept est génial de simplicité. Une nuit par an, pendant 12 heures, tous les crimes sont légaux. Plus qu'un simple film d'horreur, c'est une satire sociale féroce sur les inégalités et la violence qui résonne avec les angoisses de l'Amérique. Produit pour 3 millions de dollars, il engendre l'une des franchises les plus emblématiques du studio. Notre gibier de l'année se cache dans votre maison. Trouvez-le et livrez-le-nous ou nous vous tuerons tous. Mais le véritable tour de force, celui qui fait basculer Blumhouse dans une autre dimension, arrive en 2017. Le film s'appelle Get Out. C'est le premier film de Jordan Peele, connu jusque-là pour des sketchs comiques. Sur le papier, le projet est casse-gueule. Le thriller horrifique qui s'attaque de front au racisme de l'Amérique blanche et bien pensante, la plupart des studios auraient dit simplement non. Mais Jason Blum, fidèle à son modèle, donne carte blanche à Peele. Tourné pour 4,5 millions de dollars, Get Out devient un phénomène mondial. Succès commercial avec plus de 255 millions de dollars. Et surtout, il est acclamé par la critique comme un chef-d'œuvre. La consécration arrive en 2018. Jordan Peele, donc, remporte l'Oscar du meilleur scénario original. C'est historique. Get Out prouve que l'horreur à petit budget peut être intelligente, politique et digne des grandes récompenses. Pour Blumhouse, c'est la récompense suprême, avec Get Out et plus tard un film de Spike Lee, Black Landsman, en 2018. Blumhouse assoit définitivement sa réputation.
Fort de cette double légitimité commerciale et critique, le studio s'attaque alors à un autre défi, ressusciter les icônes. En 2018, il s'occupe du monument Halloween. Idée de génie est de produire une suite directe du film de 1978 en ignorant tout le reste. Surtout, il obtient la bénédiction et la participation du maître, John Carpenter, qui revient comme producteur et compositeur. C'est un triomphe. So my house is here. Which one should we go to? They're all spooky. I'm gonna pick that one over on across the street. Yeah. Oh, what the? Hey! Sorry about that. Oh, sorry. Avec le succès vient la tentation de grandir. Blumhouse ne se contente plus du cinéma. Le studio se diversifie. Blumhouse Télévision produit des séries telles que Into the Dark ou The Purge. Et Blumhouse Books édite des romans d'horreur. Son incursion la plus récente est dans le jeu vidéo. En février 2023, la société lance Blumhouse Games. L'idée est de transposer l'ADN du studio, produire des jeux d'horreur indépendants avec des budgets modestes et une grande liberté créative. Une première vague de 6 jeux a été dévoilée, montrant une volonté de soutenir des projets originaux. Are you okay? Mais cette expansion coïncide aussi avec des turbulences. Le rythme des productions effréné à ses limites. Pour chaque Get Out ou Black Phone, il y a des films moins inspirés. La fin de 2023 et le début de 2024 sont particulièrement rudes pour le studio. L'Exorcist Devotion, censé relancer la franchise, est un échec critique et commercial. Peu après, Night Swim est accueilli froidement. Ces flops soulèvent des questions. N'aie pas peur. On s'est déjà rencontrés. La formule s'essoufflerait-elle ? Même des films très attendus comme Black Phone 2 qui vient de sortir en salle font face à des pressions immenses sur un marché de plus en plus volatile. Le studio semble pris au piège des attentes qu'il a lui-même créées. Pour continuer à dominer, il doit encore une fois se réinventer. Alice! 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 Face à ces défis, Jason Blum ne reste pas les bras croisés. Fin 2022, une nouvelle fait l'effet d'une bombe. Blumhouse et Atomic Monster, la société de l'autre grand maître de l'horreur moderne, je veux bien sûr nommer James Wan, créateur, je vous le rappelle, de Conjuring, Annabelle et co-scénariste de Saw, ils annoncent leur fusion. L'accord est finalisé en janvier 2024. C'est la création d'un titan de l'horreur. Comme le dit Blum lui-même, leur approche se complète. James Wan est probablement 70 à 80% artiste et 20 à 30% homme d'affaires. Et James Brown déclare que lui, c'est l'inverse. Donc, ils sont complémentaires. L'idée n'est pas d'absorber, mais de créer une synergie entre ces deux labels. Ils gardent leur identité et ils partagent leurs forces. Ensemble, ils représentent la quasi-totalité des franchises d'horreur les plus rentables des dernières 20 années. Cette nouvelle alliance permet de resserrer des liens avec des franchises historiques. L'objectif est clair, augmenter la cadence de production. Non pas au détriment de la qualité, mais en mutualisant les talents. Blum espère passer de 3 à 4 films par an à peu près 6 ou 8. Le rebelle est devenu roi et le roi est en train de bâtir un empire encore plus vaste. En résumé, Blumhouse, c'est un peu comme la chaîne YouTube de l'horreur. Petit matos, grosse idée et parfois trop de suite.
Le studio n'est pourtant pas aujourd'hui une valeur sûre en termes de qualité. Pourtant, il a changé le paysage de l'horreur, démocratisé le low-cost high concept, permis à l'horreur de revenir dans les multiplexes, influencé toute une génération de cinéastes. Leur empreinte, c'est le frisson accessible pour tous, sans un blockbuster à 200 millions de dollars. Alors, je ne suis pas fan de tous les films produits par cette société. Je ne suis même pas fan de Get Out, pour être très honnête avec vous. Je n'aime pas trop les films de Jordan Peele. Excusez-moi. J'ai trouvé très mauvais, mais très mauvais, son remake de Candyman. C'est un exemple parmi tant d'autres. Mais là n'est pas le propos. Aujourd'hui, parlons de Blumhouse. Il a rendu à nouveau les films d'horreur cool, presque à la mode, je dirais. Il n'y a qu'à voir toutes les chaînes YouTube qui se sont démocratisées dans ce genre. Alors voilà, cette rétrospective touche presque à sa fin. Aujourd'hui, avec la fusion d'Atomic Monster, Blumhouse nous réserve sûrement encore de belles productions. Vérité, ça ne fonctionne pas comme ça. Seul le jeu peut décider. Mais vous, dites-moi ce que vous en pensez. Quel est le film qui vous a le plus marqué, le plus terrifié, ou celui qui vous a réconcilié simplement avec les films d'horreur? Dites-le moi dans vos commentaires. The island's twisting what we asked for. Et puis, si cette plongée dans les coulisses de l'horreur Made in Blumhouse vous a plu, eh bien, n'oubliez pas de laisser un petit like et bien sûr de vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous dis à très bientôt, bien sûr, avec de nouveaux classiques hollywoodiens de la grande époque. Là, on est rarement déçus. À très bientôt, bonne toile, portez-vous bien surtout. Ciao, ciao!